Ça fait longtemps, hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, dans le sens où c'est pas une vidéo que j'avais prévu faire du tout. Genre, même dans tout mon emploi du temps de contenu, c'était vraiment la dernière chose que je pensais que j'allais faire. Mais on prévoit pas forcément tout. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, et je vous invite du coup à aller me suivre là-bas parce que je suis beaucoup plus active, c'est là-bas que j'ai en gros expliqué que j'avais besoin de prendre du temps par rapport à tout ce qui était YouTube et tout ça, par rapport au réseau, parce que j'étais dans une période de ma vie où j'allais être amenée à prendre des décisions qui allaient impacter beaucoup de choses dans mon quotidien. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont en période de stress, elles préfèrent travailler 2 fois plus, se donner 2 fois plus pour essayer de penser à autre chose. Moi, j'ai vraiment besoin de faire une pause de tout. Genre vraiment de me déconnecter pour pouvoir mieux réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous raconter ce qui s'est passé pendant mon mois de juin. Parler un petit peu de tout ce qui m'est arrivé. Essayer de donner mon avis parce que maintenant, ça fait quand même 1 mois que ça s'est passé et que j'ai réussi à prendre un petit peu de recul, on va dire. Et vous dire un petit peu comment je me sens aujourd'hui et parler un petit peu des projets à venir en fait. C'est surtout ça. C'est surtout une vidéo pour vous raconter les raisons de mon absence et puis vous dire en gros c'est quoi l'après. Voilà, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui c'est vraiment une vidéo chill en fait. Je vais pas faire comme d'habitude. Non, si tu n'es pas encore abonné, non, du tout, c'est pas ça le but en fait. C'est pas le but vraiment de la vidéo on va dire de rameuter des gens. Non. C'est juste que j'avais besoin de parler. J'avais besoin de me confier un peu. Parce que je me confie un peu à ma caméra là tout de suite. Des fois je réfléchis. Je cherche des réponses à tout. Moi je veux avoir des réponses à tout. Je veux avoir des explications à tout. Alors qu'il y a des choses qui s'expliquent pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Il y a des choses auxquelles tu n'auras pas forcément de réponse. Et auxquelles même il ne faut même pas chercher de réponse. C'est arrivé, c'est comme ça, c'est comme ça. J'essaie de ponctuer la conversation parce que voilà, c'est pas quelque chose de très joyeux pour moi à raconter. Alors aujourd'hui, on est le combien? On est le 3. On est le 3 juillet. C'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Aujourd'hui, on est le 3 juillet. Et aujourd'hui, ça fait exactement 1 mois que je suis célibataire. La personne avec qui j'étais, on s'est séparés le 3 juin. Sachant que on était dans notre 6e année de relation. Genre en octobre, ça aurait fait 6 ans qu'on était ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui m'a... Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a vraiment chamboulé. Genre vraiment. Je crois que c'est la 2e chose qui m'a le plus chamboulé après le décès de mon père en 2019. Vraiment, ça m'a ébranlé comme jamais. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte que pendant 5 ans de ta vie, imaginez, genre vous vivez avec une personne pendant 5 ans de votre vie et du jour au lendemain vous êtes tout seul. Genre vraiment du jour au lendemain, sachant que cette personne n'est pas, grâce à Dieu je touche du bois, cette personne n'est pas décédée, cette personne n'est pas malade, elle n'est pas à l'hôpital, juste elle est plus dans votre vie en fait, juste elle est plus dans votre vie. Je sais pas si vous réalisez vraiment, genre j'ai vécu 5 ans de ma vie avec la même personne, sachant que on a vécu... Pendant ces 5 ans-là, on a vécu dans 3 villes différentes. Donc on s'est rencontrés quand on était étudiants. Ensuite, je suis partie à Strasbourg après. Et là, je suis venue en Ile-de-France. Et pendant cette période-là, à chaque fois... C'est-à-dire que depuis que je suis arrivée en France, j'ai été avec cette personne-là. Donc à chaque fois, on a été ensemble, on s'est débrouillés ensemble et tout. Et un matin comme ça, genre vraiment, on s'est dit, ça marche plus. En fait, ça marche plus. Et ça marche plus, genre vraiment, ça marche plus. On a tout essayé, tout ça, ça fait quand même 5 ans et tout ça. Ça veut dire qu'on essaie depuis. Mais c'était devenu toxique à un point où, genre, il se passait pas une semaine sans qu'il y ait des disputes. Pas une semaine sans qu'on fasse genre 3 jours sans se parler, des 4 jours sans se parler. Et qu'on se parle, on se crie dessus, on se hurle dessus. Ça devient toxique. Genre, moi, quand je rentre du boulot et tout, j'ai la boule au ventre. Genre, limite, j'ai même pas envie de rentrer du boulot. Vraiment, pour vous dire à quel point c'était devenu toxique. Limite même, l'endroit qui est censé être ta zone de confort, bah ça devient vraiment ta zone de tension, tu vois. Tu veux plus faire partie de ça et tout. Et j'étais dépressive et je faisais des crises d'angoisse et ça devenait trop. Franchement, ça devenait trop, j'en pouvais plus. Lui aussi, il n'arrivait plus à gérer parce que
il me comprenait pas, et moi je comprenais pas ce qu'il voulait, et moi ça m'énervait parce qu'il me comprenait pas, lui aussi ça l'énervait parce que je comprenais pas, enfin vraiment ça devenait n'importe quoi, c'était des accumulations. Et pendant ce temps-là, dans votre couple c'est un peu compliqué, mais à l'extérieur il y a d'autres choses, il y a des dettes, il y a des ceci, il y a des cela, et ça pourrit le couple, ça nous a pourri. Et un matin, je lui ai dit, moi je peux plus, je peux plus. Genre, l'amour est toujours là, mais je peux plus. Et il m'a dit qu'il arrive au même sentiment en fait. Donc, le 3 juin dernier, il est parti de la maison. Franchement, j'ai pour habitude de dire que une rupture pour moi, c'est vraiment comme un deuil. Dans le sens où tu as plusieurs phases. Je me souviens que le jour où il est parti, le lendemain, il y avait la NHA, la Natural Hair Academy. Et donc, moi, j'allais à la NHA. Mais j'étais vraiment, genre joyeuse. Si vous m'aviez vu, vous aurez jamais dit que genre que on vient de casser 5 ans de relation et tout. Parce que j'étais vraiment dans le déni. Mais vraiment, je pense que ça c'est la première phase. J'étais dans le déni. Avant même d'être dans la tristesse, j'étais dans le déni. Je me disais, ah, c'est une dispute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dispute, il va revenir. Ah, c'est pas grave, on s'est disputé. Il va revenir. Du coup, moi, je vivais ma vie, en fait. Je vivais ma vie et tout ça, tout allait bien, nanana et tout. Et ensuite, après la phase du déni, genre, mais la phase du déni elle n'a pas duré très longtemps. Franchement, la phase du déni chez moi elle n'a pas duré très longtemps parce que, comme je vous dis, t'as vécu 5 ans avec une personne et le plus difficile, franchement, c'est la solitude physique, tu vois. Parce que tu peux être avec quelqu'un, mais c'est pas la personne avec qui t'as envie d'être. Du coup, t'es en situation de solitude. Mais vraiment la solitude de où je rentre chez moi et que je suis toute seule et que j'ai personne avec qui discuter et que si je fais pas de bruit, j'entends pas de bruit dans l'appartement. Genre vraiment, c'est cette solitude-là en fait. Donc c'est ça qui m'a frappée en premier. Ensuite, bien sûr, les conversations, c'est clair. Parce que, bah, clairement, c'était mon meilleur ami. Genre vraiment, c'était la personne qui savait tout de moi, c'était la personne à qui je racontais tout. Et là, tu te retrouves dans une situation où vous pouvez même plus parler, même des trucs basiques en fait. J'ai été d'abord dans la phase du déni. Ensuite, j'étais dans la phase de la colère. Genre, je lui en voulais tellement. Genre, je vous jure que je lui en voulais tellement. Waouh, c'était un truc de fou. C'est un truc de fou, je me reconnaissais. Genre, je lui en voulais tellement. Je vais vous dire un truc. On avait un abonnement Spotify. Spotify Premium. Et il était à mon nom, l'abonnement Spotify. On payait tous les deux, mais c'était à mon nom. Genre, tellement j'étais énervée. Même l'abonnement Spotify, je l'ai supprimé dessus. Genre, t'es tellement en colère que même le moindre truc que vous partagez ensemble, tu te dis, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai enlevé, bien sûr, son nom sur la boîte aux lettres et tout ça. Quand il recevait des courriers, je lui disais, ouais, pense à modifier ton adresse parce que moi, je peux recevoir ton courrier. Et genre, j'étais en colère. J'étais en colère, je me disais, il a gâché ma vie, il a gâché nos vies. Alors que c'est pas du tout la bonne attitude à avoir et je suis désolée en fait, même si vous avez l'impression que la personne qui est partie est fautive, et même si c'est ce que j'ai cru à un moment, excusez-moi, mais dans une histoire, il y a toujours deux versions. Je suis d'accord qu'il y a des histoires où c'est totalement la faute de l'autre personne, genre quand c'est des violences conjugales ou un truc comme ça. En général, la personne qui fait subir les violences, c'est pas très bien elle-même. Et c'est sa faute, parce que en général, si tu vas regarder l'autre, il a rien fait de spécial et tout ça. Mais on était vraiment dans une situation où j'étais aussi nocive et toxique que lui. Et je me rendais pas compte, mais je l'étais vraiment. Et c'est avec le recul que je m'en suis rendu compte. Que j'étais tout aussi toxique et nocive que lui. Mais que je me disais que, ah non, ça va, voilà quoi, tu vois, c'est moi la femme et tout. Non, je suis désolée. Quand tu prends du recul et que tu essaies de regarder dans la lucarne, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai abusé un peu. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, c'était quand même un peu abusif. Ça pouvait rendre malade, tu vois. Et comme c'est un mec, on s'attend à ce qu'il supporte tout. On s'attend à ce qu'il soit plus fort que toi. Et toi, tu continues à lui mettre des coups, tu continues à le blesser et tout ça. Et tu te dis, non, c'est moi la fragile, nanana, c'est toi le mec et tout ça. Ouais, mais non, ma chérie. Non, ça fonctionne pas comme ça. J'étais dans la phase de la colère, je voulais rien savoir. J'étais fâchée contre lui. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux, genre vraiment, même dans les mails, je l'ai mis dans les spams. Je voulais rien savoir de lui. Je voulais même pas, c'est-à-dire que j'ai même pas laissé le temps de s'excuser, de s'expliquer, de je voulais rien savoir. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'on avait rompu, mais que par exemple, après la rupture, genre une semaine après, genre on continuait de se parler, il venait chercher son courrier à la maison, on discutait, c'était chill. Mais il y a eu un événement, en fait, qui a fait que je me suis complètement déconnectée, en fait. Ça a été là le début de la phase de la colère. Je me suis dit, toi, c'est mort. Genre, je veux plus rien savoir de toi. Je ne te connais pas, si ça se trouve, je t'ai jamais connu, tu vois. Mais, beaucoup plus tard, j'ai compris que... Enfin, il m'a avoué, et je l'ai compris que, en fait,
c'était un état dépressif. Il m'a dit, j'étais vraiment dans un état dépressif. Genre vraiment, j'avais perdu la personne qui était la plus chère à mes yeux. Je me retrouvais du jour au lendemain sans rien. Voilà, j'ai mal agi et tout ça. Donc on a eu le temps d'aplanir les choses, mais vraiment avant, j'étais vraiment dans la colère. Je voulais rien savoir de lui, je voulais plus lui parler. Même quand il passait par des personnes pour venir me demander mes nouvelles, je voulais rien savoir. Quand il m'écrivait, je lui répondais sec. Genre s'il disait salut, j'espère que tu vas bien et tout, je venais prendre des nouvelles, je lui disais oui, salut, ça va, bonne soirée. Genre vraiment sec, je voulais plus rien savoir. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas la solution, tu vois. C'est pas la solution, c'est pas ça qui va t'aider à aller bien. Et c'est là que je suis rentrée dans la dernière phase, qui est, je pense, la meilleure phase, c'est l'acceptation. C'est que là, on est à 1 mois et que j'ai réussi à accepter le fait que nous ne sommes plus ensemble. Et que voilà, chacun va prendre sa direction. Je sais pas ce que l'avenir réserve à chacun de nous, mais que chacun va essayer de faire au mieux pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Je pense que de son côté, il travaille à devenir une meilleure personne. Et de mon côté, je travaille aussi à devenir une meilleure personne. Je me concentre vraiment sur moi. Genre là, vraiment. Je suis dans une phase où je ne me concentre que sur moi. Que sur moi. Je suis désolée, je regarde pas à gauche, je regarde pas à droite. Je suis même pas dans une optique de peut-être rechercher quelqu'un, tout ça ne m'intéresse absolument pas. Genre vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est même pas dans mes plans, c'est même pas genre un objectif. Non, c'est même pas ça en fait. Genre limite. Des fois, je rigole avec mes copines. Mes copines me disent oui, t'inquiète pas, quand tu vas trouver le bon et tout, il va se présenter à toi. Je dis j'espère que quand il va se présenter à moi, il va me dire bonjour, c'est moi qui suis le bon. Parce que je suis tellement pas dans une optique de relation ou de quoi que je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne cherche même pas. Genre limite, je suis aveugle. C'est comme si j'ai des œillères en fait. Je veux rien savoir. Je veux me concentrer sur moi, sur mon bien-être, sur ma santé mentale. Parce qu'elle a été mise à rude épreuve ces derniers temps. Mais comme je vous ai dit, j'ai repris contact avec mon ex. Et on a parlé et on s'est demandé pardon. Parce que c'est très important de pouvoir pardonner pour avancer. Et qu'il n'y avait pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de bif, on va dire. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que systématiquement je veux le rayer de ma vie en fait. Moi, je veux savoir qui va bien. Je veux savoir que ses affaires vont bien. Je veux savoir que sa santé mentale va bien. C'est important pour moi. Moi aussi, ça va m'aider à aller bien parce que c'est pas une personne que je déteste, tu vois. C'est pas une personne que je déteste, c'est pas une personne que j'ai vomi ou... Non, pas du tout. Je veux pas du tout que les choses se passent comme ça. Moi, je préfère que tout le monde soit zen, que tout le monde soit heureux. C'est mieux. Il n'y a pas de raison d'avoir de la rancœur, de la colère. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça aide pas à avancer. Moi, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie d'aller mieux, de faire des nouvelles choses et tout. Sincèrement, moi, je suis une personne, j'ai un grand besoin de renouvellement. À chaque fois. Peut-être que ça peut être fatigant, mais je déteste la monotonie. Je déteste rester toujours dans les mêmes choses. C'est ça aussi qui a été l'une des raisons de notre rupture. C'est que ça devenait monotone, en fait. Il n'y avait plus de renouvellement. Vous savez, au départ, quand c'est les débuts, là, vous êtes toujours dans le « ouais, il faut prouver, il faut prouver ». Et à partir d'un moment, c'est ça le piège, en fait. C'est que vous arrivez dans la phase où on se dit « tu me connais, je te connais ». On n'a plus forcément beaucoup de choses à se prouver. Et ça, c'est un gros piège. Donc vraiment, ne tombez pas dans ça. Je pouvais pas. Je peux pas rester dans un couple, dans une histoire où il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de... Non, je peux pas. Genre vraiment, ça, c'est... Je peux pas. Voilà. Du coup, c'est ça. Le mois de juin a été très compliqué. Ça a été compliqué, je vous promets. Genre vraiment, je faisais semblant, on va dire. Voilà, aujourd'hui je vais avouer parce qu'il n'y a pas de mal. Je faisais semblant d'aller bien. Genre vraiment, je faisais semblant d'aller bien. Je crois que j'ai jamais autant enchaîné les sorties. Je suis une personne hyper casanière. Mais genre à chaque fois qu'on me disait il y a un truc, et j'étais là. On fait telle sortie, je suis là. Parce que j'avais besoin de sociabiliser plus que ce que je ne fais d'habitude, mais j'avais besoin, c'est comme si j'avais envie de prouver aux gens que ça allait, tu vois, alors qu'en soi j'ai rien à prouver aux gens en fait. Au final c'est moi qui vis mon histoire, donc j'ai absolument rien à prouver à personne, mais j'avais l'impression que il fallait que je leur prouve que genre j'étais trop une femme forte, tu vois, alors que en soi ça n'allait pas, hein. J'étais down. J'étais au fond du gouffre, dans les abysses. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si j'ai déjà été plus bas à part au décès de mon père. J'étais dead à l'intérieur. Je sais pas combien de soirs je me suis retrouvée à pleurer dans mon lit. Genre vraiment à me poser des questions. Comme je vous ai dit, parce que
Je réfléchis beaucoup de nature. Mais là encore, ça, c'est quelque chose qui m'a achevée. Vraiment, je priais toujours de la même façon en me disant, Seigneur, si c'est vraiment ça qui doit se passer, genre permets que ça se passe. Mais en même temps, console-moi, tu vois ce que je veux dire. J'avais trop besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras et me berce comme un enfant. Genre vraiment, j'avais besoin de ça. Mais sincèrement, qui aime faire pitié en fait? Qui aime faire pitié? Qui aime qu'on s'apitoie? Moi, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste qu'on s'apitoie sur mon sort. Je déteste ça. Donc ça fait que quand je vais pas bien, si je ne t'ai pas dit que ça va pas, tu sauras jamais. C'est qui encore? Faire pitié. Je suis désolée. Je suis désolée. Dignité en toute situation. C'est pas quelque chose qu'il faut défendre à chaque fois parce que tout le monde a des faiblesses et tout. Mais non, je sais pas encore faire ça. Je sais pas, j'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort, j'aime pas faire pitié. Il y a des amis, quand ils ont appris qu'on n'est plus ensemble, ils ont dit mais on n'aurait pas dit que vous étiez en crise. Je dis je sais pas pourquoi je vous aurais montré qu'on était en crise. Je sais pas pourquoi on aurait montré en fait nos problèmes. Parce que c'est ça, Internet, en fait, on vient pas pour montrer ses problèmes. En soi, on montre ce qui est beau. Et je pense que c'est même pas que sur Internet, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme une entreprise. Quand ils vont avoir un site Internet, ils vont te mettre leurs chiffres, ils vont te mettre leur réussite, ils vont pas te dire le nombre de dossiers qu'ils ont foirés. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est ça en fait. Donc ne vous basez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux pour dire si tel ou tel couple va bien. Vous savez pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez pas du tout ce que les gens vivent. Vous savez pas du tout tous les aspects, les tenants et les aboutissants. Vous savez rien. On vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer en fait. Personne n'aime faire pitié. Personne n'aime provoquer de la compassion. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc sincèrement c'était pas sur mon visage ou sur son visage d'ailleurs que vous alliez voir qu'on avait des problèmes. Et ça n'a pas marché. Des fois dans la vie il faut reconnaître que ça n'a pas marché. En fait ça aussi c'est un truc sur lequel je voulais insister. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Vraiment, je vous dis. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours sauvée en vrai. C'est que je n'ai pas peur de reprendre à zéro. Je n'ai pas peur de recommencer. Si ça ne va pas, tu laisses, tu recommences. Peu importe le temps dans lequel tu as investi. Peu importe le nombre d'années que ça t'a mis pour investir. Si ça ne marche pas, gars, il faut laisser. Concentre-toi sur quelque chose de mieux. Ou alors recommence. Parce que peut-être que tu l'as fait de la mauvaise façon. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu l'as mal fait. Que tu as raté une étape, mais recommence aussi souvent que c'est nécessaire, jusqu'à trouver la bonne technique. Ne reste pas dans un truc où tu sais que ça ne marche pas, une certaine routine s'est installée, tu sais, tu vois que ça ne marche pas, mais tu ne veux pas lâcher l'affaire, parce que tu te dis j'ai pas envie de recommencer, et il faut retourner dans ceci, et vaut mieux repartir de zéro, recommencer, faire les choses bien comme il faut, que de rester dans quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et tu t'entêtes. C'est comme si tu arrives à, je sais pas, une voie sans issue, tu continues de creuser, alors que le mur, il est en béton armé, genre t'arrives pas, mais tu continues, au lieu de juste revenir et peut-être trouver une autre entrée. Tu vois ce que je veux dire? Tu continues, tu veux casser le mur, tu vas chercher un marteau-piqueur, tu vas chercher plein de trucs et tout, alors qu'il faut juste recommencer, et juste reviens sur tes pas, essaie de voir s'il y a un autre chemin. C'est vraiment ça, le plus important. Repartir de nouveau, aussi souvent que nécessaire. Il n'y a pas de mal à prendre un nouveau départ. Il n'y a pas de mal à recommencer. Pour toutes les personnes qui me voyaient sur les réseaux, qui avaient l'impression que j'allais bien, je simulais. Clairement, je faisais semblant d'aller bien parce que, en soi, j'étais au fond du gouffre. Mais que je faisais mon maximum pour aller bien. Ça a vraiment été un ascenseur émotionnel. Dans le sens où ça n'a pas été la seule chose qui m'est arrivée pendant le mois de juin. Cette fois-ci, c'est quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Encore une fois, j'ai vécu des expériences inespérées et inattendues. C'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est quelque chose même de très 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 positif. Il faut savoir que ça fait un moment quand même que j'avais envie de changer de boulot parce que la rémunération ne collait pas du tout avec mes études, ça ne collait pas avec mon niveau, sachant que j'ai un master en droit pénal et en sciences criminelles et aussi un master en droit privé des affaires. Donc vraiment j'ai quand même un bagage, voilà. C'est vrai que je passe mon temps à faire la meuf rigolote, mais je suis intelligente en plus d'être rigolote. Vous voyez ce que je veux dire? C'était mon premier CDI, vous savez. C'était mon premier CDI et vraiment, j'avais l'impression de tout leur devoir, tu vois. Et j'avais l'impression que je pouvais pas trouver mieux. C'est ça le truc, c'est que quand tu commences déjà en bas et que des fois tu cherches, tu trouves pas, tu commences à te dire que peut-être finalement c'est ça que je vaux, tu vois. Donc moi j'avais vraiment ce truc où j'avais même arrêté de chercher.
Parce que j'étais fatiguée, parce que je me disais, ah, je trouve pas, et je m'en sortais pas. Franchement, financièrement parlant, je m'en sortais pas du tout. Quand j'habitais à Strasbourg ou à Metz, avec ce salaire-là, ça allait. Mais venir en Île-de-France, dans le 92, avec le salaire que je touchais là, c'était pas possible. Ça me mettait dans un état de tristesse profonde. Je n'aimais plus ce que je faisais, j'étais déprimée. Et ça, c'est le pire, d'aller au travail en étant déprimée. Parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. C'était horrible. Je me forçais à sourire. Je me forçais à faire des tâches que j'aimais pas. Vraiment, limite, je faisais ça pour mettre du beurre dans les épinards, tu vois. Pour pouvoir remplir mon frigo, payer mes factures. Mais vraiment, si on m'avait demandé, genre Lydiane, même une journée, est-ce que tu veux faire autre chose, j'aurais dit oui. Pendant toute cette période de tumulte un peu professionnel, j'ai eu ma rupture. Donc vraiment, pour vous dire que j'aimais pas non seulement mon travail, j'aimais pas ma situation, genre j'aimais rien. J'étais dead. Vraiment à l'intérieur, j'étais dead. J'étais un robot. Je me levais le matin, j'allais bosser et c'était tout. Et un jour, au milieu de toute cette tempête, je suis là et on m'envoie une offre d'emploi. Genre sur LinkedIn. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais c'est pas grave. Genre sur LinkedIn. Sachant que j'ai mis mon profil sur LinkedIn, j'ai jamais trouvé de travail grâce à LinkedIn. Donc en soi, même les messages et tout ça, ça m'intéresse pas. Je regarde pas forcément. Donc je reçois un message sur LinkedIn à propos d'une meuf qui est RH et tout ça. Elle me dit oui, votre profil m'a intéressé et tout, on a telle offre d'emploi et tout. Donc bon, je me dis ça coûte rien, tu vois, d'aller regarder. Je vais regarder l'offre et en fait, c'est même pas dans un domaine, enfin, ça reste un petit peu dans mon domaine général, mais ça s'arrête là en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc déjà, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle a trouvé mon profil? Enfin, où est-ce qu'elle m'a trouvé en fait? En quoi je l'intéresse? Parce que clairement, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc je lui dis, bon, ça coûte rien de redonner suite. Franchement, je me suis dit, ça coûte rien parce que de toute façon, je sais que ça va pas aller plus loin que ça. Je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Donc franchement, je sais pas ce qu'on va se dire, tu vois. Je vais te parler de mes expériences. Tu vas me dire que c'est pas ce que tu attends. Et puis voilà, on fait l'entretien et tout. Et j'avais pas vu dans l'annonce, elle me dit, mais par contre, le poste que je cherche à vous proposer, c'est un poste à l'international, donc vous devrez parler anglais. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'aime bien enjailler, lancer 2-3 phrases en anglais, mais parler, tenir une conversation, surtout que c'est dans un domaine particulier, c'est pas genre anglais de base, how are you, how you doing. Non, 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 c'est vraiment spécifique à ce corps de métier-là, en fait. Est-ce que je vais pouvoir tenir la conversation? Moi, j'ai une forte appétence pour l'anglais, ça, tout le monde le sait depuis. Ma mère a été prof de français, mon père a été prof d'anglais, donc vraiment, c'est pour vous dire que moi, je suis née dans la littérature, je suis née dans les livres. Mes cadeaux d'anniversaire, c'était des livres. Genre, vraiment, j'ai été baignée dans cette culture de la langue. Je regarde des documentaires en anglais, sous-titrés en anglais, je regarde des séries en anglais, ça me permet d'avoir du vocabulaire. Tout ce que j'écoute, c'est anglophone, pratiquement, j'écoute rarement de la musique francophone. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave, on va essayer. On a fait un mini entretien en anglais là. Je me suis débrouillée, j'ai brodé 2-3 phrases. Elle me dit, ça va, que moi j'arrive à comprendre ce que vous dites. Vous aussi, vous avez réussi à me comprendre parce que vous avez réussi à me répondre. Et qu'il n'y a pas de souci, bah moi je vais transmettre votre CV et on va voir. Je me dis, bon, pourquoi pas, tu vois, genre, pourquoi pas. Du coup, je n'ai pas de nouvelles pendant genre 2 semaines. Et elle me rappelle. Elle me dit oui, du coup moi j'ai fait mon rapport au manager, ça a été très bien et tout. Et les managers veulent un entretien avec vous. Je dis bon, ça se concrétise un peu. Donc quelque part, je suis contente d'avoir un retour, mais je reste quand même un petit peu sur mes gardes, tu vois. Parce que c'est plusieurs fois arrivé que on te propose un truc et tout. Ils sont d'accord et à un moment on te dit stop, c'est bon, on a trouvé quelqu'un d'autre et tout ça. On connaît, tu vois. On n'a pas la bonne couleur, donc en gros, des fois tu sais un peu, tu vois. Donc moi je pars dans une optique de... je me protège, je m'attends pas à grand chose. Du coup, je vais faire un entretien avec les managers et tout ça. Ils me disent que oui, que l'anglais c'est primordial et tout et tout et tout. Je suis arrivée à l'entretien RH, je me suis défendue comme j'ai pu. Et après, genre même pas 3 jours après, hein, même pas 3 jours après, la même RH m'a rappelé, elle me dit, les managers sont satisfaits. Maintenant, vous allez rencontrer le directeur général. Je me suis dit, waouh, putain. Je grimpe les échelons là ou c'est comment, genre. Déjà, c'était la première fois que je devais faire un entretien avec un directeur général. Je travaille dans les assurances. Donc, on va dire que je rencontrais le directeur général des assurances de cette boîte. Je l'ai rencontré et, comment vous dire, j'avais bossé avec ma copine. J'ai appelé ma copine au Canada. On a bossé un speech en anglais. Genre, j'ai bossé mon speech où je dois dire pourquoi vous devez me choisir, c'est quoi mes compétences, voilà ce que j'ai eu, voilà. Tout ça, j'ai bossé ça en anglais parce que je me suis dit, s'il me prend là tout de suite, là, on se prend dans les yeux. Et puis, on va voir qui va terminer qui.
Bien sûr qu'elle allait me terminer, mais j'allais me défendre, tu vois. Donc j'avais vraiment prévu ça. On n'a pas du tout parlé anglais. Genre jusqu'à aujourd'hui, je me demande mais c'est quel anglais on va parler. Parce qu'ils ont fait des entretiens, ils n'ont pas testé mon niveau d'anglais. Ils m'ont pas demandé si j'ai une certification. Genre vraiment, genre limite, j'ai l'impression il était écrit pour moi. Il était fait pour moi. Parce que j'ai pas postulé. J'avais pas les compétences. J'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Jamais. Du coup, je fais l'entretien avec le directeur général. Ça se passe très bien. C'était peut-être même le meilleur des 3 entretiens. Et c'était un lundi. Je crois que c'était le dernier lundi de juin. Et le mercredi, on me rappelle en me disant « Oui, madame, c'est bon pour nous, vous avez le poste. » Donc ça, déjà, c'est quelque chose de fou. Mais moi, vraiment, comme je vous ai dit, ce qui me fatiguait dans mon ancien taf, c'était surtout la rémunération. Parce que je vaux beaucoup plus que ce que je suis payée. Et donc, je me disais « Bon, c'est une grosse boîte. » Si je leur demande trop, ils vont peut-être avoir l'impression que je viens que pour ça. Alors que non, à la base, c'est vraiment challengeant. Il y a vraiment de nouvelles missions, surtout qu'il y aura de l'anglais et tout. Moi, j'ai surtout super hâte. Si je mets déjà directement l'histoire de salaire et tout ce que ça va poser problème. Sachant que à l'entretien RH, j'ai oublié de vous dire, à l'entretien RH, j'avais proposé une grille de salaire qui n'était pas du tout ce que je touchais. On va dire que par exemple, je vais prendre avec des chiffres. On va dire par exemple que moi, ma grille de salaire, c'est 2. Genre vraiment, ce que je touche, c'est 2. Et quand j'ai passé l'entretien RH, j'ai proposé genre entre 6 et 7. Vous voyez la différence genre de 2 à 6 et 7. Et la RH, elle avait retenu 7. Donc ça veut dire que j'étais même pas là où ils avaient prévu. Genre vraiment, ça c'est une astuce. Si tu vas passer un entretien d'embauche, que tu donnes ta grille de salaire, qu'ils acceptent directement, c'est que gars, t'étais même pas dans leur budget, genre t'es complètement en deçà de ce qu'ils avaient prévu, tu vois. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire monter les enchères parce que je sais que vous voyez beaucoup plus et que vous allez discuter. Donc moi, elle avait retenu 7. Sauf que entre le temps où j'ai passé l'entretien avec le directeur général et le temps qu'il me réponde, j'ai aussi eu une offre d'emploi où j'étais payée, on va dire, 9. Voilà. Donc je vous avais dit que moi, je touchais 2. J'avais proposé entre 6 et 7. Ils ont retenu 7. Et l'entreprise qui m'a contacté en temps me payait à 9. Du coup, quand je suis repartie vers la boîte où j'avais passé les 3 entretiens qui m'ont dit que je suis retenue, je leur ai dit, par contre, j'ai été contactée pour une autre offre où ils m'ont proposé 9. Voilà. Je sais que moi, je vous avais proposé 7 pour le salaire, mais eux, ils m'ont proposé 9. On discute quoi, genre, c'est quoi, vous êtes prêts à faire un geste et tout ça, ou comment ça se passe en fait, parce que c'est très intéressant aussi l'émission. Donc vraiment, je veux pas perdre, mais je veux... Voilà quoi, je veux que mes compétences soient vraiment valorisées. La RH qui me dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vous propose 13. Est-ce que vous réalisez en fait que, genre, ma grille de salaire, elle est à 2 et que là, on me propose genre 13. Genre, ils m'ont proposé carrément beaucoup plus en fait que le deuxième poste où ils m'avaient proposé 9. Genre, ils m'ont dit, moi, je vous donne 13. Genre, ils n'ont pas encore vu mon travail, ils n'ont pas encore vu de... Ils ont dit c'est 13. En fait, pour nous, on vous donne 13. Donc j'ai dit ok. Donc on a discuté, je leur ai envoyé mes documents et tout ça pour faire le contrat. Et je suis censée commencer au mois d'août. Et comment vous dire que quand j'ai raccroché l'appel avec la RH, après qu'elle venait de m'annoncer déjà que mon salaire allait tripler et que bah, du coup il me prenait et tout, il n'y avait pas de souci. Quand j'ai raccroché, j'ai fondu en larmes. Genre vraiment... J'ai fondu en larmes parce que je me suis dit, mais purée, comment j'avais besoin d'avoir une bonne nouvelle dans tout ce chaos. Une nouvelle qui allait me redonner un peu de baume au cœur. Comment j'avais besoin de me dire que je valais encore quelque chose. Parce que je vais pas vous mentir que dans tout ce qui se passait, je me disais, en fait, si ça m'arrive, c'est juste parce que je suis une grosse merde. Mais j'avais tellement besoin, en fait, de savoir que, déjà que Dieu m'avait pas oublié. Ça, c'est le plus important. Et que j'avais de la valeur, en fait. Et que je méritais tout ce qu'il y avait de mieux. Et que c'est juste que je me contentais du peu. Parce que voilà, j'avais fini à m'habituer à la médiocrité, en fait. Et j'étais en larmes. Et j'ai passé mon temps à dire, Seigneur, je te dis merci, je te dis merci. J'ai appelé ma mère. J'étais en larmes. J'ai appelé mes copines qui prenaient de mes nouvelles. J'étais en larmes. J'ai appelé mon meilleur ami. J'étais en larmes et tout ça. Et je sais pas comment vous expliquer. C'était une joie un peu douce, amère. C'était une joie un peu douce, amère parce que je me suis dit, purée, mais ça là, je l'ai tellement cherché. On l'a tellement cherché ensemble. Et aujourd'hui que je l'ai, bah je suis toute seule. Genre on l'a tellement... C'est pour ça que je dis, il y a des questions, t'as pas de réponse, tu vois. Genre on l'a tellement cherché ensemble, on a tellement bataillé tous les deux pour que j'aille mieux, pour que je trouve mieux
que ce que je mérite parce qu'il a toujours été là pour me pousser. Et aujourd'hui, moi, je sais que j'ai plus même que ce que j'attendais et je me retrouve seule. Genre, mon compagnon de route, il est plus avec moi, tu vois ce que je veux dire. Et après, je me suis dit, c'est la volonté de Dieu, tu vois. C'est la volonté de Dieu. Dieu, il m'a enlevé, on va dire, une relation toxique sur laquelle j'avais fondé tous mes espoirs pour me donner peut-être une nouvelle relation professionnelle où je vais m'épanouir, où je vais trouver vraiment mes repères et où je vais devenir la meilleure personne possible en fait pour devenir demain une meilleure épouse, une meilleure mère, mais avant tout une femme qui accomplit en fait ses désirs, une femme qui mérite déjà. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que je mérite totalement ce qui m'arrive. Genre là, je suis plus du tout en mode ah non, ça m'a surpris. Non, je mérite totalement d'avoir un salaire qui est aussi élevé. Je mérite d'avoir un poste qui est aussi élevé. Je mérite tout ce qu'il y a de mieux en fait. Là vraiment, ça m'a redonné vraiment du poil de la bête. Je le mérite. Vraiment, je sais que je le mérite parce que j'ai travaillé dur pour ça, parce que j'ai eu 2 masters, parce que je sais ce que je vaux en fait. Donc je n'ai pas à me contenter des miettes. Je mérite ce qu'il y a de mieux, tu vois. Que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de travail. Personne ne va me convaincre du contraire. Là, c'est mort. Personne ne peut me convaincre que je ne mérite pas ou que... Et humilité, ça a un nom. Tout simplement, je mérite. Je mérite parce que j'ai travaillé dur. Je mérite parce que je suis une personne bien. Je mérite parce que voilà, parce que je me suis donnée à 100% en fait. Et que c'est... Voilà, je mérite. Tout simplement, je mérite. Ça a vraiment été un mois intense. Genre début d'été là. Ça a tellement été intense pour moi. Mais comme je vous dis, ne perdez jamais votre bon cœur. N'arrêtez jamais d'être une bonne personne. Parce que what goes around comes back around. Je commence à me traîner sur vous, comme il doit parler anglais pour mon nouveau poste. Soyez une bonne personne, peu importe les circonstances. Et surtout, n'arrêtez jamais de prier. N'arrêtez jamais de confier à Dieu, même si vous ne comprenez pas, même si c'est compliqué et tout. Si vous êtes croyant, même si il y a des moments où vous flanchez, où vous vous dites non, je sais plus trop ce qui se passe, n'arrêtez jamais de vous en remettre à votre bonne étoile et l'univers vous le rendra. Tu sèmes, tu récolteras et tu récolteras forcément ce que tu as semé en fait. Tu peux pas semer de la méchanceté, tu peux pas semer de la rancœur, tu peux pas semer de la haine et récolter quelque chose qui est bien, tu vois. Et moi, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je dis que je le mérite. Parce que je sais qu'en vrai, de vrai, la haine et la rancœur et tout ça, c'était des trucs passagers parce que j'ai semé tout ce qu'il y avait de mieux, en fait. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et je suis en train de récolter ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Aujourd'hui, je suis dans un état de paix. Genre vraiment, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec mes choix. Je suis en paix avec ma solitude. Parce que c'est très important de pouvoir accepter le fait d'être seul. Tu vois, quand tu deviens adulte, tu apprécies plus souvent les instants de solitude en fait. Et là, j'apprécie ma solitude. Bon, c'est vrai que c'est pas évident avec tout ce qui se passe ces derniers jours. C'est compliqué pour moi encore plus la solitude parce que je me sens plus du tout en sécurité chez moi. Mais grâce à Dieu, comme on a eu de nouvelles opportunités professionnelles qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous permettre de renflouer les caisses, je vais pouvoir déménager. Je déteste mon studio. Je déteste ce studio là même là. Il y a une story time. Vous-même, vous savez, il y a story time. C'est parce qu'il n'est pas encore déménagé qu'il ne peut pas vous raconter. Il attend des parties d'abord. Donc, dans les prochains mois, vous aurez des vlogs déménagement, des vlogs emménagement. Vous aurez voilà, des petites vacances parce que je dois aussi me prendre des vacances en août. J'avais pas prévu ça, mais ils m'ont demandé de prendre quand même quelques petites vacances avant de recommencer et tout ça. Donc, j'aurai 1 ou 2 semaines de vacances, je crois, où je vais aller un peu au bord de la mer. Donc on aura des petits vlogs, une petite vidéo skincare parce que franchement ma peau est devenue tellement belle. Je vous dis même pas. En fait on dirait que genre j'ai eu un glow dans ma vie que j'avais même pas prévu. Habituellement tu te dis ouais je vais glow, je vais faire du sport, je vais boire plus d'eau. Mais genre vraiment c'est un glow qui m'est tombé dessus. J'avais pas prévu. Je suis juste contente et je suis juste reconnaissante à Dieu, à moi-même. Parce que j'ai travaillé beaucoup pour ça aussi. C'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'avais disparu. J'avais besoin de temps pour me remettre. J'avais besoin de temps pour me remettre. Ça me met encore dans l'émotion, même quand j'en parle, je suis encore dans l'émotion et tout. Mais je sais que c'est forcément pour le meilleur et qu'il y aura forcément de belles choses qui vont se passer. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Et je sais que toujours avec ma prière et toujours avec ma mentalité, je sais que les choses ne pourront que bien se passer. Donc, en tout cas, j'avais besoin de vous partager ça aujourd'hui.
parce que j'avais besoin d'en parler pour que vous puissiez comprendre que la vie, c'est pas forcément toujours ce qu'on voit. Faut pas avoir peur de repartir de zéro quand c'est nécessaire. Et pour mieux revenir en fait. Je sais pas c'est quoi le dicton là. Il faut reculer pour mieux sauter, voilà, quelque chose comme ça, ou bien reculer pour mieux plonger, je sais pas. Donc en gros, c'est tout ce que moi je voulais vous raconter. J'ai beaucoup parlé, j'ai soif. On va se quitter sur ces mots-là. Venez me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que j'ai beaucoup de temps à perdre maintenant vu que je suis seule. Donc je suis beaucoup plus active là-bas ces derniers temps-là. N'hésitez pas à me follow et j'espère que vous allez bien, que vous passez un superbe été et que tout est vraiment chill pour vous. Et voilà, continuez de croire en vous, continuez d'être de bonnes personnes. Ça ne pourra que payer. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!